Gilles Clément, bonjour. Bonjour. On vous décrit traditionnellement comme un paysagiste, un horticulteur, un entomologiste même, un écrivain engagé ou encore un ingénieur et vous êtes tout cela à la fois. Pourtant, lorsqu'on vous pose la question, vous dites tout simplement « je suis jardinier ». J'aimerais qu'on commence cet entretien par une première question, très simple également. Qu'est-ce qu'un jardin pour vous? Oui, je dis que je suis jardinier parce que je mets les mains dans la terre, hein. Mais aussi parce que je pense que de tous les métiers qui parlent de l'espace, le jardinier est celui qui travaille avec le vivant. Et ça, c'est une question qui m'importe beaucoup. Le jardin, ça veut dire l'enclos, c'est l'origine du mot. Ça veut aussi dire le paradis, c'est-à-dire que dans presque toutes les langues, et les plus anciennes, on trouve ces deux termes qui sont combinés. Paradeisos, qui est le mot le plus ancien qui traduit l'idée de jardin, et de paradis, ça signifie aussi l'enclos. Votre leçon inaugurale au Collège de France porte ce titre intéressant et intrigant, Jardin, paysage et génie naturel. Qu'est-ce que signifie ce triptyque? Jardin, c'est donc l'artifice et l'homme qui intervient. Il y a le jardinier. Paysage, c'est ce qui est la part subjective de l'individu face à son espace et son environnement. C'est tout ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard. Je le définis comme ça. Le génie naturel, c'est l'ensemble des mises au point par les êtres vivants, qui ne sont pas les humains, les plantes et les animaux principalement, pour régler les solutions vitales au fil des millénaires et de l'évolution. C'est incroyablement performant. Il y a des communications très fortes, chimiques, physiques, magnétiques, électromagnétiques, etc., qui leur permettent de véritablement communiquer. On n'en est qu'au balbutiement de la compréhension de ces choses-là. Mais vous voyez, quand une plante émet une toxine au bout de ses racines, et que cette toxine désherbe autour d'elle, donc elle se fait une place au détriment des graminées, c'est le cas de la piloselle. On peut se poser la question de savoir, mais comment ça marche? Pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce que c'est que cette capacité-là? Et nous sommes maladroitement et violemment avec des désherbants chimiques. C'est dangereux, c'est grave, c'est la guerre. Le génie naturel, c'est le contraire. C'est un dialogue permanent de toutes les espèces, animales et végétales, végétales entre elles, enfin. Et nous devrions pouvoir, le jardinage du futur, pour moi, il exploite les capacités du génie naturel. Où et quand naît le jardin? Je veux dire par là, est-ce qu'on a une trace du premier ou des premiers jardins? Alors, moi j'ai vu le premier jardin. Où se situe-t-il? Là, il se situe à l'époque au Cameroun, dans une forêt primaire, à la frontière du Gabon, un endroit qui s'appelle Zoulabot 2, le Dja, c'est la rivière qui passe là. Une clairière faite par les pygmées, et comme elle est faite pour être temporaire, c'est n'importe comment, c'est beaucoup de débris, les arbres coupés à cette hauteur, et puis des cabanes arrondies, les huttes pygmées, et le début des cabanes à double toit, parce que ces pygmées, qui sont des nomades, on les oblige à se sédentariser. Alors, ils ont installé le premier jardin. Et j'étais là, ce jour-là, je me suis dit, mais ça doit être ça le premier jardin. C'est celui où l'humanité a commencé à se sédentariser. Il se trouve que là, les pygmées, c'était en 1974. Bon, dans cette région du monde, il y a encore quelques nomades sur la planète, il n'y en a plus beaucoup. Tous les humains étaient nomades. Donc le premier jardin a dû être celui des premières ethnies ayant décidé de s'arrêter là. Est-ce que ce premier jardin, ces premiers jardins exprimaient déjà une vision du monde, une conception du monde? Non, alors les conceptions du monde se sont immiscées dans le jardin à partir du moment où il est devenu un territoire culturel fort. Au départ, c'est un lieu de la production, c'est vivrier à proprement parler. Mais dès lors qu'on commence à installer quelque chose dans l'espace, on construit des lignes plus ou moins. Il y a des jardins qui n'ont pas de géométrie apparente, c'est le cas des chakras en Amazonie, même encore aujourd'hui. Mais sinon, presque toujours historiquement, c'est devenu l'enclos en question dont on a parlé avec un dessin. À l'intérieur, il y a donc un travail de l'architecte. Et à partir de ce moment-là, arrive le langage architectural avec tout ce qu'il signifie. Et assez vite, on peut dire, dans l'histoire des jardins, sont venus la part des symboles et des relations aux mythes. Par exemple, les jardins qui sont devenus les grands jardins hispano-mauresques, mais ils sont nés de toute une culture qui est liée Le jardin de l'Alhambra, par exemple. Qui est liée à l'islam, et même avant eux, avec les jardins persans, on a les 4 fleuves du paradis. Donc ça va dessiner quelque chose et ça renvoie à une cosmogonie, une vision du monde. Donc c'est intimement lié et ça ne s'écrit pas toujours de la même façon parce que les cosmogonies sont différentes et parce que aussi, stylistiquement,
ça reflète une idée du temps. Or, on change de meilleur. Il y a le meilleur à l'époque X, où l'eau était très précieuse et où on la scénographiait obligatoirement. Il y a le meilleur un peu plus tard, où ça devient romantique. Entre les deux, il y a eu encore autre chose, etc. Qu'est-ce que c'est le meilleur aujourd'hui? Vous parlez d'écriture des jardins, et justement j'ai lu dans plusieurs de vos livres cette double notion de jardins verticaux et de jardins horizontaux. Quelle vision du monde exprime un jardin vertical et un jardin horizontal? À quoi renvoie cette dualité? Les jardins sont toujours étalés dans l'espace, donc ils prennent le territoire, mais dans certaines cultures, on oblige le regard vers le haut. Et je pense notamment aux jardins indonésiens, balinais notamment, parce qu'eux, ils sont d'une culture indo-bouddhiste qui est donc inspirée de l'Inde, et il y a des rapports très proches. On voit par exemple apparaître le Chandi. Le Chandi, c'est une porte qui est fabriquée de l'ouverture de la montagne en deux. Donc on passe dans la montagne pour accéder d'un espace à l'autre. Mais il n'y a pas de linteau, on communique avec les dieux directement. Et ça renvoie au mont sacré, le mont Agung par exemple, à Bali, qui est un mont territoire d'accueil des dieux. C'est là où ils habitent. Et donc on a une vision complètement verticale. Est-ce qu'il y a une différence entre les jardins occidentaux et les jardins orientaux? Il y a dans le monde occidental une manière de traiter l'espace qui traduit une expression du pouvoir. Est-ce que celui qui l'exprime le plus, c'est le jardin de Versailles, du château de Versailles par exemple? Oui, le jardin du pouvoir, c'est sans doute celui-ci parce que c'est l'idée de la maîtrise totale sur la nature. C'est une illusion, mais c'est une illusion qui se traduit stylistiquement par quelque chose de très très connu, de très réglé, qui demande énormément d'attention. Et on va comme ça, par le regard, au-delà même de l'horizon, c'est-à-dire qu'on prend le pouvoir encore plus loin que la surface du jardin qui est déjà énorme. Gilles Clément, j'aimerais qu'on s'apesantisse un petit peu sur vos trois idées-outils, comme vous les appelez, en commençant peut-être par la première chronologiquement, qui est celle du jardin en mouvement. Et dans ce jardin en mouvement, la friche occupe une place tout à fait essentielle, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire, montrer par le jardin, traduire aussi dans le paysage par cette notion de jardin en mouvement? Le jardin en mouvement, c'est un jardin où le jardinier écoute et interprète les énergies naturelles, celles du génie naturel, pour essayer de faire quelque chose où il trouve lui-même sa place. Donc il donne une part à la nature très forte. Il ne dit pas « je vais la maîtriser », mais « je vais travailler avec elle », c'est un dialogue. Il s'appelle en mouvement parce que dans ces dialogues, il y a un moment où les espèces choisissent leur emplacement. Quand une graine vient se semer dans un chemin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse là et ça prend la place du cheminement? Ou est-ce qu'on change de chemin de place? Le jardinier du jardin en mouvement dit « je vais changer mon chemin de place parce que cette plante, elle a choisi sa place ». Vous dites quelque part au sujet de la friche, j'aime la friche car on n'y trouve rien qui ait à voir avec la mort. Expliquez-nous cette formule. Une friche, c'est un endroit qui est en dynamique vers le climax, qui généralement est une forêt. Le climax, c'est un optimum de végétation. Une friche est donc un lieu qui a été abandonné. Et c'est la raison pour laquelle le terme est dévalorisant, c'est qu'on y avait fait quelque chose qui était bien vu. Tout à coup, il n'y a plus rien. C'est faux. Il y a plein de choses. Une énorme diversité au bout de 7 ans, une considérable au bout de 14, puis un accès à la forêt. C'est dynamique vers quelque chose d'équilibré. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec la mort. Par contre, il y a des plantes qui meurent, mais elles meurent pour donner naissance à d'autres systèmes. Un roncier va protéger des jeunes arbres. Quand les arbres vont pousser au milieu de ce roncier, faire de l'ombre, vont faire mourir les ronces. Mais ça, c'est la dynamique de la friche, avec chaque être servant à quelque chose d'autre dans ce cycle. L'une de vos idées-outils les plus connues peut-être, c'est celle de jardin planétaire, qui apparaît dans vos écrits en 1996, à l'occasion de votre livre Thomas et le voyageur. Ce jardin planétaire trouve plusieurs illustrations, et notamment Jardin du Railleul, en Provence. Il y a eu une exposition aussi à la Grande Halle de la Villette en 1999, qui exprime cette notion de jardin planétaire. Vous dites, au sujet du jardin planétaire, le jardin planétaire est un principe et son jardinier l'humanité entière. Expliquez-nous cette phrase. Le jardin planétaire, c'est la terre prise pour jardin. La terre peut être prise pour jardin parce qu'elle répond à la définition du mot jardin. Il se trouve en effet, et c'est un choc, que c'est l'écologie qui nous apprend ça, l'espace est fini. Il est compté, la biomasse est comptée, l'eau est toujours la même. Elle a été bu, digérée par plusieurs animaux, plusieurs plantes et plusieurs générations d'humanité. Elle nous retombe dessus, mais c'est la même. Bref, on est dans un bocal unique.
On ne peut pas s'étendre indéfiniment. C'est ça la finitude écologique, c'est ce qu'on appelle la finitude écologique. Notre enclos nouveau, sont les limites de la vie sur la planète, c'est-à-dire les limites de la biosphère. Voilà le nouveau jardin. Est-ce que les jardins du musée du Quai Branly, dont vous êtes l'auteur, le créateur, à Paris, expriment cette notion de jardin planétaire ou c'est quelque chose d'un peu différent? Non, c'est vraiment une focalisation sur un paysage non occidental, comme il pourrait en exister dans les savanes, dans des zones tropicales sèches, d'où sont originaires certaines des populations dont on montre l'art dans le musée. C'est la raison pour laquelle je voulais mettre un paysage qui ne soit pas un paysage d'Occident. Une autre de vos idées-outils qui intervient à l'occasion d'une commande du Centre d'art et du paysage de Vassivière dans le Limousin, c'est celle de tiers-paysage. Expliquez-nous ce que c'est que le tiers-paysage. C'est à la suite d'une analyse de paysage autour de ce lac où il y avait d'un côté, on peut dire mélangé, mais d'un côté la forêt sombre, les pâtures claires, tout ça donnant un paysage équilibré, binaire. Mais moi, je cherchais la diversité. Je la trouvais ni dans la première catégorie, ni dans la deuxième catégorie. Diversité absente. Sous les forêts cultivées, rien. Dans les pâtures, pas grand-chose. Parce que beaucoup d'engrais, beaucoup d'intrants. Et je l'ai trouvé dans des espaces résiduels, là où l'homme ne va pas. Dans les petits bouts de friches, justement. Le long des bords de route. Dans les tourbières où les gens ne vont pas. Dans les anciennes landes climatiques. Bref, dans une série de paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais que j'ai appelé le troisième paysage. Et comme je n'ai pas voulu en rester là, j'ai pensé à la formule de Sieyès, au moment de la Révolution française, et qui parle du tiers-état, et qui dit qu'est-ce que le tiers-état? Le tiers-état, c'est tout, c'est tout le monde, oui. C'est la diversité. Et moi, je parle de la diversité. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien, il ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'il n'avait pas les moyens. Et moi, je dis, voilà, on se trouve en face d'un territoire de la diversité. Certainement, cette diversité n'a pas les moyens de parler pour dire nous avons quelque chose à dire et nous sommes importants, mais nous avons besoin d'elle. Donc c'est un trésor. Donc cet ensemble de délaissés, nous devons le protéger, le regarder comme une grande richesse. Quelle est la fonction, Gilles Clément, du paysage aujourd'hui? On a l'impression que nous sommes inondés en permanence par, non pas l'espace vert, mais plutôt par le béton. Est-ce que le paysage, l'espace vert, je ne sais pas si vous appréciez cette formule, mais a un rôle à jouer dans le monde du XXIe siècle, qui est un monde urbain plus que dominé par la nature? Bon, l'espace vert, on n'en parle pas, c'est ce qu'on mettait Pourquoi sur les maquettes. Pourquoi vous n'aimez pas cette formule? Bon, parce que c'est arrivé, vous savez, au moment où on construisait énormément, et sur les maquettes d'architectes, on mettait de la choucroute en disant c'est des espaces verts, on ne savait pas ce qu'on allait mettre, et d'ailleurs, c'est devenu des choses que les gens n'ont même pas su s'approprier, c'était indéterminé. Donc, non. Ne parlons pas d'espace public, vert. oui. L'espace public, c'est l'espace pour le public. Le paysage, ça peut être urbain, ça peut être bétonné, ça peut être rural, ça peut être fait avec des végétaux, ça peut être fait avec tout. Le paysage, c'est pas forcément quelque chose qui est fait de nature. Mais la ville peut accepter la nature. Donc plutôt que de parler du rôle du paysage, qui est quelque chose qu'on peut difficilement manipuler, je dirais que ce qui est heureux pour l'humanité, c'est de se trouver en équilibre entre ce qui lui convient dans l'artifice et ce dont elle a besoin avec la nature. Et la ville peut s'y prêter. On fait du miel à Paris qui s'appelle le miel béton. On n'arrive pas à en faire d'aussi bonne qualité. Le miel béton, c'est un miel qui est fait à Saint-Denis et sur les toits de certains immeubles importants. Olivier Darnay étant le fabricant de ce miel-là. Enfin, c'est les abeilles qui fabriquent le miel, mais bon. Et il est remarquable, il est très divers en pollen, il est très bon en qualité. Est-ce que la ville deviendrait le lieu de la sauvegarde de la diversité parce que ces abeilles sont en péril dans la campagne? On peut se poser la question. J'aimerais vous entendre là-dessus d'ailleurs, Gilles Clément. On parle de plus en plus, à mesure que le discours écologique progresse dans le débat public, de protéger le paysage. On se dirige de plus en plus vers une conception patrimoniale du paysage. Qu'est-ce que vous en pensez? La patrimonialisation systématique qui consiste à dire ça, on va le sacraliser, c'est-à-dire que ça se muséifie, c'est bloqué, ça, je ne vois pas pourquoi. On n'est pas dans le processus d'évolution normale. On a tout arrêté. C'est le contraire de l'écologie. C'est le contraire de l'évolution qui n'est que dynamique. Tout change tout le temps. Par contre, dans ce changement, il peut y avoir le maintien d'une qualité. Ça peut être prescrit en tant que charte. Mais vouloir figer une image, c'est absurde. Pour terminer cet entretien, quel conseil est-ce que vous donneriez à ceux qui souhaitent cultiver leur jardin? Ceux qui souhaitent cultiver leur jardin, je leur dirais, ne faites rien pendant 1 an. Et pendant 1 an, vous prenez des notes, vous prenez des photos, vous observez ce qui se passe.
Et après, quand vous aurez compris, quand vous aurez identifié les individus qui sont là, les plantes qui ont poussé, là vous pourrez commencer à travailler. Mais dans un premier temps, Le meilleur observez. conseil, c'est l'inaction. Oui. Merci beaucoup Gilles Clément pour cet entretien.